Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Bonjour chers élèves, nous allons faire une révision générale pour préparer les devoirs numéro 6. Nous sommes en classe de 5e. Le devoir numéro 6, vous avez vos cahiers, concerne le chapitre 10 et le chapitre 11. C'est un devoir qu'on devait faire le tout dernier, vous étiez déjà préparé, mais par rapport au temps que vous êtes resté à la maison, voilà donc, nous allons faire une petite révision générale. Je n'écrirai pas trop au tableau. Le chapitre 10 parle de la reproduction sexuelle dans différents milieux. Quels sont ces milieux? Nous avons les milieux terrestres et le milieu aquatique. Alors, au 1, nous parlerons des définitions. Les définitions, c'est vous qui allez chercher des mots. C'est pour vous amener aussi à lire et à travailler. Vous allez définir le mot fécondité. Vous allez définir le mot ovipare, très important. Un ovipare, c'est quoi? Vous aurez à définir le mot vipare, la fécondation, vous aurez encore à définir le mot amphibie, et nous aurons à définir le mot phéromone. Si je peux aller vite, la fécondité est définie de deux façons. Pour les ovipares, en dehors de la femme, c'est le nombre total d'œufs ou d'individus produits par une femelle en une année. Donc les œufs, le nombre total d'œufs, donc des œufs que la femelle a produits, ou le nombre d'individus, des petits, qu'une femelle a produit en une année, c'est ce que nous appelons la fécondité. Mais pour la femme, c'est le nombre d'enfants qu'une femme peut donner pendant sa vie. C'est ce que nous appelons la fécondité. Donc si une femme donne 10 enfants dans sa vie, donc sa fécondité est de 10. Si elle donne 5 enfants, sa fécondité est de 5. Un ovipare, c'est un animal qui pond des œufs pour se reproduire. Nous en connaissons comme les oiseaux, les poissons en général. Les vivipares, c'est un animal dont la femelle porte la gestation ou la grossesse pour la femme et qui allaite son petit, qui met bas pour les autres animaux et qui accouche pour la femme. La fécondation, c'est l'union des gamètes mâles et femelles.
Le gamète mâle, vous le connaissez, le spermatozoïde, le gamète femelle, l'ovule. L'amphibie, c'est un mode de vie où l'être vivant passe dans deux milieux de vie différents. Je prends par exemple la grenouille. La grenouille a deux modes de respiration. Sur la terre, elle respire par les poumons. C'est la respiration pulmonaire. Dans l'eau, elle respire par la peau. C'est la respiration cutanée. Donc l'amphibie, c'est un mode de vie qui permet à un être vivant d'avoir deux types de respiration et vivre dans deux milieux de vie différents. Les phéromones, c'est une substance odorante que produisent certains animaux en temps de chaleur pour faire appel au mâle. Par exemple, la chaîne, quand la chaîne est en chaleur, donc elle a besoin de s'accoupler pour faire des petits, elle fait sortir une odeur. Et cette odeur-là, c'est ce que le mâle ressent de loin. Elle vient chercher la femelle et elle s'accouple. Alors nous passons au point 2. Le point 2, nous parlons des milieux de reproduction sexuée. Milieu de reproduction sexuée. La reproduction sexuée, c'est la reproduction qui s'est faite par l'union des gamètes mâles et femelles, donc par la fécondation. Et cette reproduction se passe dans deux milieux. Nous avons le milieu aquatique. Ici, nous avons la présence de l'eau. Alors, ici, en réalité, la fécondation est externe. Ce qui signifie pas de sexualité. Pas d'accouplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? La femelle et le mâle expulsent les gamètes femelles et les gamètes mâles dans l'eau. Et ces gamètes vont se croiser dans l'eau et il se passe la fécondation. Comme la fécondation ne se fait pas dans des voies génitales femelles, voilà pourquoi nous parlons de la fécondation externe. Quelles sont les conséquences ici? Les conséquences sont que la femelle doit expulser beaucoup de gamètes. Le mâle aussi doit expulser beaucoup de gamètes pour éviter les prédateurs. Dans ces milieux, s'il y a des prédateurs, ils vont s'attaquer à un nombre important de gamètes. Ou encore, le courant d'eau peut disperser beaucoup de gamètes sans se croiser. Voilà pourquoi nous disons ici, il y a une forte mortalité compensée par une forte natalité. La femelle et le mâle sont obligés d'expulser dans l'eau beaucoup de gamètes. Pourquoi? La possibilité de croisement, de rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles est faible, à cause notamment du courant d'eau et la présence des prédateurs. Alors, il est à retenir que dans le milieu aquatique, il existe aussi la fécondation interne, ce qui signifie il y a sexualité. On va se dire comment, mais c'est le cas par exemple des cétacés.
c'est-à-dire les grands mammifères marins. Nous parlerons ici de la baleine, nous parlerons des dauphins, nous parlerons des marsouins. Ceux-là sont des mammifères marins. Et comme tous les mammifères, ils font la sexualité. Et comme ils font la sexualité, donc la fécondation des œufs est dans les voies génitales de la femme. Donc le mâle expulse les gamètes mâles dans les voies génitales de la femme et la fécondation se fait dans le corps de la femme. Nous allons maintenant à la reproduction dans le milieu terrestre. En général, ici, dans le milieu aquatique, nous avons vu l'exemple de l'oursin. Vous en avez la figure dans votre module. Ici, nous parlons de l'exemple du cerf. Qu'est-ce qui se passe? Ici, la fécondation est interne. Donc, il y a accouplement. D'ailleurs, la figure que vous avez vous représente bien cela. Le mâle et la femelle s'accouplent et le mâle expulse ses gamètes mâles dans les voies génitales de la femelle. Et la femelle va porter une gestation et avec le temps, elle va mettre bas ou accoucher pour la femme. Attention, en milieu terrestre, il existe aussi la fécondation externe. On va se dire comment? Il existe aussi la fécondation externe. Comment? Ici, nous allons voir le cas des plantes à fleurs. Fécondation externe, cas des plantes à fleurs. Quel est l'organe reproducteur des plantes à fleurs? C'est la fleur. La fleur a deux types d'organes. Où nous avons des fleurs, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Mais il existe aussi des fleurs bisexuées qui sont à la fois mâles et femelles. Alors ici, la fleur mâle a l'organe reproducteur mâle qu'on appelle l'étamine. La fleur femelle a l'organe reproducteur femelle qu'on appelle le pistil. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'étamine a trois parties. Nous avons l'antère, nous avons le filet et nous avons les pollens. Les pollens sont les gamètes mâles de la fleur. Les cellules reproductrices mâles de la fleur, ce sont les pollens. Alors, le pistil comprend, nous avons le stigmate, nous avons le style, nous avons l'ovaire. L'ovaire plus les ovules. Les ovules sont les gamètes femelles ou les cellules reproductrices femelles. Alors, la rencontre de pollen, il y a tout un mécanisme. La rencontre de pollen et des ovules, c'est la fécondation. Et qu'est-ce qui se passe après cette fécondation? Alors, l'ovaire
devient le fruit et les ovules deviennent des graines ou des noyaux. Donc, quand nous mangeons un fruit, il faut se dire que c'est l'ovaire de la fleur qui s'est transformé en fruit. Et dans le fruit, nous avons des graines ou des noyaux. Ces graines proviennent des cellules reproductrices femelles qui sont des ovules qui étaient dans l'ovaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la graine? La graine, c'est l'organe du fruit qui développe la plante. C'est la graine qu'on va s'aimer, la graine ou le noyau qu'on va s'aimer pour avoir une autre plante. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut aussi comprendre? Mais comment se passe le contact des pollens et de l'ovule? Ou comment se fait-il que le pollen vienne tomber sur le stigmate? Regardez très bien, la leçon vous l'avez. Alors, ici, il y a ce que nous appelons un mot très important, la pollinisation. La pollinisation, c'est quoi? C'est le transport des pollens de l'étamine au stigmate du pistil. Transport des pollens de l'étamine au stigmate du pistil. C'est ce que nous appelons la pollinisation. Mais qu'est-ce qui assure maintenant la pollinisation? La pollinisation est assurée par des agents pollinisateurs. Qu'est-ce qu'on appelle agent pollinisateur? C'est un être vivant ou non qui assure la pollinisation. Que signifie assurer la pollinisation? Ça signifie qu'il transporte les pollens de l'étamine jusqu'au stigmate du pistil. Alors, comme agent naturel de la pollinisation ou agent pollinisateur naturel, nous avons le vent, nous avons les animaux. Les animaux ici, nous parlons des insectes, notamment l'abeille, papillon, fourmi. Quand ils tombent ou ils vont sur des fleurs, ils commencent à sucer le nectar, mais les pollens vont se coller à leurs pattes. Et quand il va tomber sur une autre fleur, il dépose ces pollens-là sans le savoir et la fécondation s'est faite. Donc ça, c'est une pollinisation naturelle. Maintenant, il y a aussi l'homme, spécialement l'agriculteur, le jardinier, lesquels, au besoin, peut faire le croisement entre des fleurs. Lui-même sait déjà comme il est spécialiste. Et ici, nous parlons de la pollinisation artificielle. Alors, mes chers amis, nous passons à la reproduction sexuée dans différents milieux, c'est ce qu'on a dit. Nous avons parlé des milieux de reproduction et nous avons ici
quelque chose qu'on peut dire en remarque. Nous allons parler maintenant de ce qui existe chez des plantes à fleurs. Des plantes à fleurs, nous venons de parler de cette reproduction, donc c'est une fécondation externe. Mais attention, il y a aussi la reproduction par des spores. Ici, c'est le cas des plantes sans fleurs. Exemple, la fougère. Qu'est-ce qui se passe chez la fougère? La fougère, il y a une alternance des deux générations. La génération sporophyte et la génération gamétophyte. Qu'est-ce que ça signifie ici? C'est la même plante, mais il y a une étape où il y a la production des gamètes. Et ces gamètes vont faire la fécondation pour donner des spores. Et la partie où il y a la spore, c'est la génération sporophyte. Le schéma est avec vous dans votre cahier. Nous avons dessiné pour voir comment ça se passe. Donc, revoyez ces schémas-là. Nous passons maintenant au type de développement. Alors, mes chers amis, ici, dans les types de développement, nous aurons aussi des mots à définir. Qu'est-ce qu'il faut définir dans le type de développement? Bien, nous allons définir en définition cycle de développement. Un cycle de développement, nous aurons à définir la métamorphose, la larve, nous aurons à définir la spore, nous aurons à définir la graine. Toutes ces définitions sont dans vos cahiers. Donc, je ne mettrai pas trop de temps là-dessus. Alors, je vais d'abord au type de développement. Type de développement. Ici, nous avons deux types de développement. Nous avons des développements direct, et deux, nous avons le développement indirect. Alors, qu'est-ce que nous allons comprendre ici? Le développement direct, c'est le cas de criquet. Et là, c'est le cas de papillon. Quelle est la différence entre ces deux types de développement? Le développement direct, l'individu qui sort de l'éclosion des œufs ressemble à un adulte en miniature. C'est-à-dire, il a déjà la forme de l'adulte et il va se développer pour ressembler complètement à l'adulte. Par exemple, chez le criquet, le jeune criquet qui sort des œufs n'a pas encore d'ailes. Et avec le temps, mais il a la forme du criquet. Tu le vois, c'est un criquet, mais sans ailes. Avec le temps,
par des métamorphoses, il va avoir ses ailes. Alors, les développements indirects, ici, l'individu qui sort de l'œuf ne ressemble pas directement à l'adulte. Et cet individu, on l'appelle larve. Une larve, c'est un individu qui sort de l'éclosion des œufs. Chez le papillon, par exemple, nous avons ici, chez le papillon, nous avons la chenille, nous avons la chrysalide et nous avons le papillon. Bien. La chenille, c'est la larve. Donc, c'est la chenille qui devient, qui se transforme avec des métamorphoses en papillon. La chrysalide, c'est la nymphe. C'est-à-dire, la chenille va quitter la forme de la chenille, elle s'entoure d'une enveloppe et on l'appelle la nymphe acintale. Et quand la nymphe, l'enveloppe de la nymphe va se déchirer, c'est le papillon qui sort et qui va s'envoler. Ça, c'est un développement indirect. Nous passons au point 3, au type de métamorphose. Alors, mes chers amis, ici, le type de métamorphose, qu'est-ce que nous allons dire? Il y en a aussi deux. La métamorphose complète et la métamorphose incomplète. Commençons par la métamorphose complète. C'est le cas du papillon, de l'oursin, de la mouche. Je prends par exemple la mouche. Pourquoi cette métamorphose est complète? Parce que les œufs, par exemple, ici, donnent des asticots, qui sont des larves. Les asticots n'ont pas la forme de mouche. Donc, il faudra encore acquérir certains caractères pour avoir la forme de la mouche adulte. Étant donné qu'il y a une différence entre la forme de la larve, de l'asticot et de la mouche, donc l'asticot, pour devenir une mouche, subit des métamorphoses successives et ainsi nous parlons de métamorphose complète. C'est-à-dire, la métamorphose complète, c'est une métamorphose qui est subie par un animal, un être vivant, qui n'est pas semblable par sa forme à l'adulte, et au cours de temps, avec des métamorphoses, elle va acquérir la forme adulte. La métamorphose incomplète, c'est l'exemple du criquet. Qu'est-ce qui se passe? Des œufs, il sort déjà des jeunes criquets, mais sans ailes. Mais par rapport à la forme, comme nous l'avons dit au développement, par rapport à la forme, les jeunes criquets sans ailes à la forme du criquet adulte. Et ce qui lui manque, c'est juste avoir des ailes et s'envoler. Étant donné que dans son développement, ce qui lui manque, ce sont des ailes, voilà pourquoi nous parlons ici, nous disons que le criquet a des métamorphoses incomplètes. Sinon, par sa forme, il ressemble déjà à l'adulte. La larve du criquet, c'est le jeune criquet, sans ailes, mais semblable à l'adulte. Et quand il va acquérir des ailes, il devient comme l'adulte, il s'envole, et là nous disons que c'est une métamorphose incomplète. Alors, mes chers amis, comme je vous ai dit, vous avez une activité à la page 36 de votre module. On vous demande, il y a des êtres vivants qu'on vous a donné, des animaux. Vous réalisez juste un tableau, et dans ce tableau, vous allez dire le type de fécondation de ces animaux, de chacun d'eux, et les milieux de vie de chacun d'eux. Donc, préparez-vous bien au devoir numéro 6 et plein succès. Merci.